Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai fait une série de vidéos sur des chaises récemment. Il y avait eu des chaises gamer d'un côté et des chaises de bureau de l'autre. Et j'en étais arrivé à la conclusion que finalement le matériel spécialement conçu pour les gamers, en tout cas vis-à-vis des chaises, était un petit peu usurpé. Enfin je veux dire, les chaises de bureau au même prix que les chaises gamers font au moins aussi bien, sinon mieux que ces dernières. Donc bon, appeler une chaise gamer, c'était un petit peu du snobisme, on va dire. Mais est-ce qu'il en est de même pour les autres équipements, et en particulier ceux qui se branchent directement aux ordinateurs? Eh bien on va voir ça aujourd'hui avec des moniteurs, avec des écrans. J'ai devant moi ici sur la table deux écrans qui sont colossaux, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je me tiens debout devant vous aujourd'hui. Il y a un 40 pouces gamer et un 27 pouces pour le travail de bureau et essentiellement pour le travail de conception, c'est-à-dire pour les artistes, les gens qui ont besoin vraiment d'un écran extrêmement précis. Les deux ont des caractéristiques différentes et les deux ont une gamme de prix différente aussi. L'écran de bureau coûte aux alentours des 400 €, je dirais, et l'écran gaming, lui, aux alentours des 600. Donc est-ce que les écrans gaming sont comme les chaises gaming un petit peu usurpés, ou est-ce qu'ils ont un réel intérêt par rapport à des écrans un petit peu plus estampillés classiques? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui on va faire le test exclusivement de l'écran gamer. Et puis dans la prochaine vidéo, on testera l'écran de bureau et on amènera une conclusion sur l'ensemble. C'est parti! Voilà, donc évidemment le format exceptionnellement grand de ce carton m'oblige à utiliser des angles de caméra très créatifs pour pouvoir faire la portion unboxing. Voilà, mais c'est la chaîne qui déboîte, on est bien obligé de déboîter. Vous allez sûrement voir mes charentaises dans cette séquence, mais qui sait, peut-être qu'un jour je testerai des charentaises gaming aussi, donc comme ça on pourra faire la comparaison. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Tout ça est très astucieusement calé. Alors vous avez remarqué, il y a une petite fenêtre aussi ici sur la boîte qui est scotchée, on ne peut l'ouvrir que difficilement. Mais je pense que ça permet au constructeur de voir quel câble il a mis. Ici, un câble pour l'Europe, sauf Angleterre. Mais bon, est-ce que l'Angleterre fait encore partie de l'Europe? Vaste débat. En tout cas, a priori, depuis le Brexit, c'est plus le cas. Voilà, donc là, on a une prise qui ira dans tous les pays européens. Les câbles audio-vidéo, alors bonne surprise, ils ont mis un câble DisplayPort et un câble Thunderbolt, c'est-à-dire USB type C aux deux extrémités. Il y a aussi des petits boulons là-dedans. Je vais montrer ça dans le détail, c'est quand même pas mal de trucs. Le câble Thunderbolt. Le câble DisplayPort, c'est pas du HDMI, c'est du DisplayPort. C'est une bonne idée parce que des câbles HDMI, on en a toujours plein qui traînent. Des écrous qui, j'imagine, serviront pour fixer l'écran à un système VESA, un bras articulé ou des choses comme ça. Le manuel d'utilisation, qui est multilangue. Alors, je vois de l'anglais, je vois de l'allemand. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Anglais, ça a l'air d'être du chinois. Ça, c'est de l'allemand et c'est tout. Pas de français, dommage. Ici, alors ça, c'est assez rare sur les écrans, mais c'est vraiment très cool de l'avoir mis. C'est le rapport de calibration à l'usine pour le rendu des couleurs. Donc, vous pouvez voir comment l'écran a été calibré en usine, et ça, c'est vraiment très très cool, puisque cet écran affirme avoir un delta E inférieur à 2, et couvrir 100% du sRGB. Donc ouais, si c'est le cas, on devrait avoir un très bon rendu des couleurs sur cet écran. Je vous expliquerai dans pas longtemps pourquoi c'est important. Ici, dans un sachet en mousse, on a la plaque qui va servir de pied. C'est de la bonne ferraille, comme vous pouvez l'entendre, et elle est bien lourde. Wouch! Et c'est tout, je pense, pour la couche supérieure de l'emballage. On va passer tout de suite à la couche inférieure, c'est-à-dire vraisemblablement à l'écran. Ok, donc dans la partie inférieure, on va avoir l'écran, mais pas que, parce qu'il y a un truc qui me manque, c'est le pied qui vient se fixer à la base, qui est, je pense, cet élément-ci. Voilà. Tout est bien emballé dans des petits sachets en mousse expansée, là, c'est vraiment très très classe. Par contre, celui-là, comme la façon dont ils l'ont forcé à l'usine, je pense que je vais être obligé de déchirer le sachet. C'est pas grave. Ça se déchire facilement.
Voilà. Donc le pied, il est articulé de plein de manières différentes. Je vous montrerai ça évidemment quand l'écran sera assemblé. Mais manifestement, vous voyez, ça peut pivoter comme ça sur les côtés. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y a plusieurs axes d'articulation. Certains qui sont d'ailleurs sur amortisseur. Et ici, le trou que vous voyez, ça va être pour passer les câbles, en fait, de votre clavier et de votre souris. Donc ça, c'est bien vu. On va le mettre sur le côté. Et ensuite, bien sûr, il ne reste plus que l'élément principal. Oh, qu'il est lourd! Regardez-moi ce monstre! Lui aussi, bien sûr, dans son petit sachet qui va bien. C'est une expérience proche du déballage d'un téléviseur, hein, tellement cet écran est grand. Ça fait super plaisir de déballer un truc comme ça. Je vais essayer de pas déglinguer le sachet quand même. On ne sait jamais si je veux réemballer l'écran après. Pour une raison X, ça pourrait être utile de l'avoir. Voilà. Donc ici, évidemment, on est sur le côté châssis. Mais ça va me permettre de vous montrer les connecteurs. Alors au niveau de la connectique, rien d'extravagant finalement. Hein. On a deux HDMI et un DisplayPort. Sur mon écran actuel, je crois que j'ai un HDMI et un DisplayPort. Donc il y a un deuxième HDMI. Ça vous permet donc de brancher jusqu'à 4 sources différentes sur cet écran, puisque vous avez aussi une prise Thunderbolt en USB type C, qui vous permet également de véhiculer de l'image si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, il y a une prise audio. Alors je dis bien sûr, mais en fait c'est pas une évidence. Hein. Ça vous permet de brancher votre carte son de l'ordinateur et de sortir le son sur les petits haut-parleurs qui sont intégrés à cet écran et dont vous pouvez voir un exemplaire ici. Bon, bah pourquoi pas, hein, ma foi, ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie d'encombrer votre bureau avec en plus une paire d'enceintes, même si, bon, clairement, vous n'obtiendrez pas un son exceptionnel avec ces petites enceintes intégrées aux écrans. Et puis ici, on voit les boutons de contrôle, donc le bouton Power, et puis tout ce qui permettra de naviguer dans les menus, et j'imagine de régler le volume sonore de ces fameux haut-parleurs, justement. L'assemblage du pied sur l'écran se fait sans outil, puisque pour la partie qui est solidaire de la dalle, hein, de l'écran, il y a juste à tirer sur cette petite excroissance en plastique ici, et ça libère des crochets ici. On place le pied, et ensuite, vous voyez, il tient très très bien. Et ensuite, pour placer la base, alors vous voyez que le pied est en plastique, mais il y a un énorme renfort métal à l'intérieur, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus, hein, l'écran sera bien maintenu en place. Tout ce qu'il suffit de faire après, c'est prendre la plaque qui est vraiment très lourde, hein, j'insiste bien là-dessus, et tourner cette espèce d'écrou ici. Donc vous voyez, vous pouvez faire l'intégralité du montage du pied sur cet écran, sur ce moniteur, sans avoir besoin du moindre petit... Hop, on voit bien que c'est articulé. Sans avoir besoin du moindre petit outil. Vous pouvez utiliser un tournevis si vous voulez serrer la vis un petit peu plus fort, mais c'est totalement facultatif. Et voilà ce que donne l'écran une fois assemblé. Il est massif et extrêmement impressionnant. Mais il a le bon goût de garder un design assez sobre, avec juste le petit logo Innocen dans le bas. Et moi, je trouve que c'est plus sympa qu'un truc exubérant, même si je sais que les gamers aiment bien parfois les trucs un petit peu flashy. Il n'y a pas de RGB ou de choses comme ça, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur le pied de cet écran, qui a vraiment joué la carte du sobre. Voilà, donc à vous de voir si ça vous pose problème ou pas. Mais il est néanmoins super impressionnant, évidemment, de par sa taille. Hein. Il est anti-reflet aussi, ça c'est plutôt très cool. Et puis alors le pied présente plusieurs avantages en termes de réglage. On peut le régler en hauteur d'abord, juste en appuyant sur la partie articulée du trépied, vous voyez, tac. On peut le régler en inclinaison horizontale, donc comme ceci. Voilà. Et on peut le régler en inclinaison verticale. Il n'y a pas énormément d'angles possibles en vertical, mais il y en a largement suffisamment pour que vous trouviez celui qui vous convient. Voilà, et toujours le trou ici dans le bas pour passer vos câbles de clavier. Voilà, ça fonctionne bien, hein. Et tout est hyper doux et agréable à manipuler. C'est vraiment une belle bête. Hein. Allez, on va le mettre dans un setup et on va essayer de le faire fonctionner. Bien, alors voici mon setup gaming actuel. Vous pouvez voir ici une tour de chez MSI
qui est une tour spécialement conçue pour le gaming. Mon écran principal, qui est un écran de chez MSI également, qui n'est pas terrible d'ailleurs, hein. Il a un chouette look, il faut reconnaître, hein, avec sa petite dalle incurvée et tout, il fait 23 pouces. Mais il a un rendu des couleurs qui est vraiment pas top, avec vraiment des couleurs beaucoup trop rouges. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir vous à l'image, mais les couleurs sont beaucoup trop chaudes sur cet écran-là. Et pourtant j'ai tout mis le plus froid possible, hein, et il n'y a rien à faire. C'est une dalle VA, elle est beaucoup trop saturée sur les rouges. L'autre écran à côté, c'est un petit écran de contrôle de chez Blitzwolf, que vous voyez ici. Et cet écran me permet notamment de suivre les chats quand je fais du live stream, c'est-à-dire quand je stream un jeu sur Twitch, j'ai mon jeu ici, et j'ai tout ce qui se passe sur Twitch sur l'autre écran, ici à gauche. C'est pratique comme système, mais c'est pas parfait, hein, néanmoins. Et je pense qu'avec un écran qui est beaucoup plus large, si je peux avoir deux écrans côte à côte, mais sur une seule dalle, ce sera vraiment un gros plus. Mais est-ce que l'écran en est seulement capable? Bah écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vais enlever ces deux écrans-là, mettre le grand écran à la place. Ça va être un petit peu folklore d'ailleurs de faire ça, mais enfin bon, on n'a pas le choix. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti. Et voilà ce que donne le setup avec ce magnifique écran intégré. C'est sûr que ça change considérablement la donne, hein. Et bonne nouvelle, ce que j'espérais est possible, c'est-à-dire on peut littéralement couper l'écran en deux et avoir de chaque côté un écran indépendant. Pour ça, malheureusement, il faut faire pas mal de manip, hein. Il faut appuyer sur la petite maison ici 2 fois pour faire apparaître ce menu. Ensuite, on descend jusqu'à PIP, PBP. On appuie à nouveau sur la petite maison. Et ensuite, il faut activer le machin en mode, voilà, fenêtre un par un, tac. Et à ce moment-là, c'est Windows qui prend le relais et qui va couper l'écran en deux avec plus ou moins de bonheur. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pas le fond d'écran comme je voudrais, il est coupé en deux, mais c'est pas vraiment très grave. J'ai bien ma flèche de souris qui passe d'un écran à l'autre, et là, j'ai vraiment deux écrans, donc je peux ouvrir ici mon Steam, par exemple, pour mettre mon jeu, et puis ici, mon Twitch, par exemple, pour avoir le chat et discuter avec les gens qui me regardent pendant le live stream. Je peux même, si je veux, baisser la résolution de cet écran-là pour augmenter celui de celle-là, parce que autant que Windows est concerné, bah, ce sont deux écrans distincts. Alors évidemment, si je fais ça, bah, je vais avoir des bandes noires ou ça va ratatiner un petit peu. Ce ne sera pas forcément super joli. Mais voilà, en tout cas, c'est parfaitement fonctionnel et on a vraiment deux écrans distincts sur un seul écran. Ça permet d'avoir un bureau moins encombré et c'est évidemment beaucoup plus élégant. Voilà, donc on va se remettre d'abord en un seul écran. Et puis je vais vous montrer un petit peu le rendu sur différents types de situations, quand on regarde un film, quand on joue à un jeu vidéo, etc., voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, bien sûr, on fera des essais en double écran. C'est parti. Alors ce n'est pas facile de filmer un écran aussi immense avec la caméra dont je dispose, mais je vais faire de mon mieux. Et on va commencer par l'usage, on va dire, le plus basique d'un ordinateur, c'est-à-dire la bureautique et la gestion des fenêtres. Et clairement, là, vous allez avoir vraiment un marteau pour écraser une mouche, hein. C'est beaucoup surdimensionné par rapport à ce que vous pourriez avoir envie de faire. Vous voyez, dès que je vais taper du texte, ça va le mettre en hyper grand. Alors, bon, vous fatiguerez moins les yeux à décrypter des petits caractères, hein, ça c'est quand même un avantage. Mais vous voyez que je ne vois finalement qu'une portion de la page assez petite, parce que comme elle occupe beaucoup de largeur, eh ben, elle a moins de hauteur sur un écran très très large. C'est un petit peu le revers de la médaille. Par contre, après, pour tout ce qui est fluidité, c'est absolument génial, hein. Je ne sais pas si ça va bien rendre ici à l'écran, mais le 144 Hz permet notamment de déplacer les fenêtres avec une fluidité, une douceur incomparable avec ce qu'on aurait avec seulement du 60 Hz. Ça, c'est vraiment un des gros points forts de cet écran. Pour tout ce qui est création artistique, dessin et compagnie, le gros point fort d'un écran comme celui-ci, c'est que le 1080p tient intégralement à l'écran. Vous voyez là, j'ai une image qui fait 1080p, donc 1920 par 1080 pixels, et ça tient intégralement sur la dalle. Donc après, tout ce que je vais faire va tenir en pixel perfect dans ce cadre ici. Donc ouais, pour les créateurs, avoir un écran comme ça, c'est pas mal.
c'est un bon, c'est un bon remplacement du 4K en tout cas. Et ça marche bien. Pour la création de contenu vidéo, c'est un réel bonheur d'avoir un écran large parce que la frise de temps que vous voyez dans la partie basse de l'image ici, là, toute cette bande-là, évidemment, est indispensable pour faire les montages et vous la voyez avec beaucoup plus de précision. Là, j'ai une vidéo complète de 20 minutes, j'ai presque envie de dire éditable telle qu'elle. Bon, il faudra quand même zoomer pour tout ce qui est transition, choses comme ça, mais on en voit plus à l'écran en simultané. Et ça permet aussi d'avoir une fenêtre de visualisation plus grande, puisque avant d'avoir l'écran large, en fait, toute cette partie-là était plus... Alors, il faut que je trouve voilà, le bord. Toute cette partie-là était plus haute, hein, évidemment, puisque l'écran était coupé là et j'avais moins de hauteur. Donc, on gagne en confort de montage et en confort de prévisualisation. Même si je pense que pour les créateurs vraiment les plus exigeants en vidéo, l'idéal restera toujours d'avoir 2 écrans, un pour le montage et un à côté pour la prévisualisation. Comme ça, vous avez vraiment le même rendu que vos spectateurs en temps réel. Mais bon, c'est quand même déjà une nette amélioration par rapport à un écran lambda. La visualisation d'un film, je ne vais pas vous en montrer trop longtemps parce qu'évidemment, il va y avoir des problèmes de droit d'auteur après, mais évidemment, comme vous pouvez le voir, si vous regardez un film au format cinémascope, eh ben, vous allez avoir du full screen, quoi. Vous n'aurez quasiment plus, voire plus du tout, de bandes noires et le film occupera l'intégralité de la dalle. Donc, ouais, pour regarder des films, c'est un très très bon écran aussi. L'expérience cinématographique est presque limite meilleure que sur un téléviseur qui en général est 16 neuvième. Là, on est sur du 21 neuvième et ça permet d'avoir le cinémascope en full screen, ce qui est quelque chose d'encore assez rare de nos jours. Et franchement, ça fait plaisir, hein. C'est magnifique. Pour jouer aux jeux vidéo, et c'est quand même bien le plus important sur un écran gamer, hein, n'est-ce pas, eh ben, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, sur cet écran titre de Portal 2, par exemple, j'ai des graphismes qui ont été rabibotés pour qu'il n'y ait pas de bande noire sur cet écran titre. Pourquoi pas, hein, c'est un choix. Du coup, on en voit moins que sur un écran 16 neuvième. C'est un peu perturbant, mais heureusement, fort heureusement, vous allez voir qu'en jeu, ça n'est pas du tout la même chose. Hop. En jeu, bien sûr, les graphismes vont entièrement s'adapter à l'écran. Là, vous voyez par exemple que les écrans de chargement sont étirés. Donc, c'est des petites contrariétés comme ça. Après, voilà, hein, Portal 2, c'est pas non plus un jeu hyper récent. Hein. On n'est pas là pour tester... On n'est pas là pour tester la puissance de ma machine, mais celle de l'écran. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, ouais, le temps de réponse est vraiment nickel. Hein. Je ne sens aucun délai. La zone de test est droit devant vous. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos $60. Caroline, les chèques cadeaux sont prêts. J'ai malheureusement pas beaucoup de place pour ma souris parce que parce que la caméra est à la place du chef. Donc moi je suis décalé à côté, un peu ratatiné. Mais ouais, non, c'est hyper fun. Ah, on a vraiment une immersion beaucoup plus grande parce que l'image s'étend jusque sur les côtés. C'est clean. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment sympa. Donc oui, là, clairement, il y a un avantage à avoir un écran ultra wide comme ça, surtout sur les FPS. Je sais pas comment les jeux 2D réagiront à ce genre de truc, mais avec les jeux 3D, c'est top. Alors justement, un jeu en 2D, en voici un, Cuphead, et comme vous pouvez certainement le voir, ça fonctionne bien, hein, ça prend tout l'écran, mais justement, comme ça prend tout l'écran et que c'est un jeu en 2D, eh ben on se retrouve avec une image qui est déformée, qui est aplatie, un peu comme quand on joue à un jeu de 4 tiers sur un écran 16 neuvième, on se retrouve un peu confronté au même dilemme. Alors pas d'inquiétude, hein, la plupart des jeux permettront de gérer ça facilement en allant dans les options comme ça, et en faisant des réglages sur l'image, donc là voilà. Comme ça, tac, je retrouve le bon format. Mais évidemment, du coup, j'ai des bandes noires de chaque côté, quoi. Il faudra choisir ça un petit peu, j'ai envie de dire. C'est le problème avec les jeux en 2D, les jeux qui ne sont pas vectoriels, c'est qu'ils ont un format d'image prévu et puis basta, quoi. Enfin bon, voilà, hein. Ça reste quand même très sympa. Les bandes noires, on les oublie vite. Hein.
Voilà, et donc pour finir le test du jour, on va regarder un petit peu ce que ça donne quand on utilise le multi-écran, quand on coupe l'écran en deux. Et ce que je viens de dire est particulièrement pertinent parce que vous pouvez constater que là j'ai mon jeu qui tourne de ce côté-là. Hein. Voilà, donc ça, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien. Ici j'ai mon Streamlabs, je peux voir le chat avec les gens avec qui je joue ici à gauche, il n'y a aucun problème. Ça, c'est nickel. Mais il y a un problème qui est évident, je pense que ça vous saute aux yeux, c'est que mon jeu, il est dans un format un peu bizarre. C'est pas du 16 neuvième, par exemple. Hein. Là, on est plus près d'un 4 tiers, à vrai dire. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas pousser cet écran-là plus à gauche et définir, par exemple, faire un 2 tiers, 1 tiers ou des choses comme ça. C'est pas prévu par cet écran-là qui ne propose qu'une section 50-50. Si on avait été sur du double Full HD par exemple, ça n'aurait pas été un problème, mais là c'est pas le cas, on est sur une résolution 21 neuvième, donc on n'est pas sur il aurait fallu avoir du 32 neuvième hein, pour pouvoir vraiment couper l'écran en deux et avoir deux moitiés parfaitement 16 neuvième. Là, c'est pas le cas, et ça, c'est un petit peu dommage. On peut aussi faire du PIP, c'est-à-dire avoir le jeu qui prend tout l'écran et une zone où on va mettre le stream ratatiné, par exemple, ici dans un carré, comme ça. Mais là encore, c'est pas top, parce qu'on se retrouve avec deux écrans qui sont en 21 neuvième, dont un qui prend quand même pas mal de place dans un coin. Et il n'y a pas vraiment de solution parfaite pour scinder l'écran en deux. Donc j'espère que peut-être une mise à jour de firmware corrigera ce petit souci. Voilà. Si j'avais un petit conseil à donner aux gens de chez InnoCN, ce serait de faire en sorte que la découpe écran ne soit pas juste bêtement du 50-50. Pouvoir faire du 2 tiers, 1 tiers ou des choses comme ça, ce serait vraiment cool quand même. Voilà, je vous montre quand même rapidement, hein, brièvement, ce que ça donne un picture-in-picture. Hein, là, vous voyez, par exemple, j'ai fait une bête duplication. Comme ça, vous voyez ce que ça donne un petit peu. Mais vous voyez que forcément, ça vous mange presque, j'ai envie de dire, 20% de l'écran. Donc si vous jouez à un jeu vidéo, ok, vous aurez votre chat visible ici et votre jeu vidéo en plus grand que si vous aviez coupé l'écran en deux. Mais il y a toute une portion du jeu que vous n'allez pas voir. Donc ça ne sera tout simplement pas jouable. Donc ça, c'est plus, je pense, pour les créateurs ou les gens qui veulent, je sais pas, peut-être avoir une webcam là et puis du texte sur la gauche de l'écran ou des trucs comme ça. Pas très utile pour un gamer. Bon ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cet écran gamer offre évidemment un très grand confort de jeu pour les jeux, j'ai envie de dire, modernes, en 3D, qui vont pouvoir s'afficher vraiment d'un coin à l'autre, pixel perfect, avec une fluidité 144 Hz absolument remarquable. Soit dit en passant, je n'ai absolument pas eu besoin de tripatouiller les réglages couleurs de cet écran qui m'ont semblé satisfaisants dès le début. Et je peux vous dire que ça n'était pas le cas du tout avec mon écran de chez MSI, qui n'a jamais pu me donner d'ailleurs de couleurs propres en dépit de tous mes réglages. Là, c'est même pas la peine de faire des réglages, c'est propre tout de suite. Et ça, c'est vraiment un très gros plus. La dalle a été extrêmement bien calibrée par InnoCN. Maintenant, il y a des petites choses sur cet écran qui me contrarient un petit peu, comme notamment la gestion de l'écran multiple, qui se contente vraiment de couper en deux au milieu, et on ne peut pas choisir d'avoir du 2 tiers, 1 tiers ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment regrettable parce que forcément, ça nuira beaucoup au confort de jeu quand vous allez être en mode 2 écrans. Clairement, dans ce cas de figure-là, il vaut mieux, je pense, avoir 2 écrans plus petits, l'un à côté de l'autre, qu'un écran comme ça. Même si finalement on se retrouve dans une configuration similaire, si ce n'est qu'on perd le format 16 neuvième, ou plus exactement qu'on perd le confort du full screen si on se met en format 16 neuvième, parce que rien ne vous empêche de vous mettre en format 16 neuvième, et quand vous le faites d'ailleurs, la bande noire apparaît en bas de l'image, sachez-le, donc ça va rehausser votre image ici. C'est faisable, mais vous allez vous retrouver avec des bandes noires un peu partout, ce qui est un petit peu dommage quand on a un bel et grand écran comme ça. Donc il y a encore quelques petites choses à améliorer sur cette section de l'écran en deux, mais pour tout le reste, c'est vraiment un écran remarquable qui vous amènera en jeu un confort vraiment indéniable. Et pour le live stream, c'est gérable aussi, mais avec quelques petites contrariétés. Voilà. Et je pense que les écrans qui sont 2 fois 16 neuvième, comme par exemple je crois que c'est le Odyssey de chez Samsung,
conserveront un avantage certain sur cet écran-là, mais évidemment, il coûte aussi beaucoup plus cher. Et bien voilà, c'était le test de l'écran 40 pouces gaming de chez InnoCN. Un immense merci à eux, bien sûr, pour m'avoir envoyé ce superbe écran. Alors, je ne sais pas comment s'en sortira l'écran pour bureau de la même marque, mais en tout cas, une chose est sûre, cet écran gaming a mis la barre très haut. Ça va être difficile de faire mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!